Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Goretti. Antoine, tu l'aimes ou tu le détestes. Créateur de contenu, il s'exprime sans filtre sur les réseaux, sur des sujets de société ou divertissement. Je suis pas responsable de la manière dont les gens voient les choses. S'ils ont envie de penser un truc de moi, ils le peuvent très bien. Derrière une personnalité clivante se cache un jeune homme sensible. J'accepte mes émotions, je les vis. Et le problème, je pense, de cette société, c'est qu'elle le refuse beaucoup, notamment les hommes. On nous a appris à refuser nos émotions. Antoine nous parle de son parcours et des moments difficiles qu'il a pu traverser. Je m'approche du balcon, tu vois, je vais me mettre dehors et je m'assieds au rebord du balcon. Et à ce moment-là, tu vois, tu réfléchis et tu te dis, est-ce que ce serait pas plus simple de partir, tu vois. Et c'est le soir où... putain, à chaque fois, c'est même... Dans ces moments où il ne semble plus avoir d'espoir, et pourtant, avec Antoine, on parle aussi d'un bad buzz qu'il a dû gérer, mais aussi de cette société où tout va trop vite. Il y a trop de bruit partout. Sur les réseaux, dans le métro, les gens veulent tout le temps, combler les blancs. Laissez des blancs, les amis. Moi, j'ai pas peur du silence, j'ai pas peur de la solitude parce que ça te permet de te recentrer. Se retrouver soi-même sans perdre contact avec les autres. J'ai envie que les gens se rapprochent plutôt que s'éloignent. Alors, c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais sur les réseaux parce que je trouve que c'est hyper important. On manque trop de douceur dans ce monde. On manque trop de bienveillance envers les autres. Et Antoine évoque également sa spiritualité. Déjà, je trouve que la spiritualité, ça rassure. C'est-à-dire que je me sens plus apaisé de me dire qu'il y a des esprits bienveillants ou il y a un univers qui a choisi quelque chose pour moi, un chemin pour moi et que peu importe les épreuves qu'il me met sur la route, c'est pour arriver à un but précis, tu vois. Un épisode où on parle d'esthétique, de chemin personnel, d'acceptation de soi et de liberté. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Eh ben salut Antoine. Salut Nico, ça va? Je me sens très bien, en tout cas en face de toi aujourd'hui. Et toi, comment te sens-tu? Eh ben écoute, parfaitement bien, détendu, zen, tu m'inspires confiance, donc tout va bien. Bon bah tant mieux, j'ai envie de te dire, pour passer 1 heure ensemble, c'est mieux. 1 heure, tu m'avais dit 5 minutes. Ouais, non, bah là, t'es pas sur brut, hein. Ah merde, ok, bon bah c'est pas grave, je reste. Je suis ravi de t'avoir dans mon podcast, je t'avouerai que... comme je te l'avais dit, d'ailleurs en t'approchant, j'invite pas forcément des personnes entre guillemets issues de la télé-réalité. Et toi, ton Instagram m'a interpellé. Je sais que ton Instagram peut plaire, il peut déplaire. T'as peut-être des gens qui t'aiment autant que des gens qui t'aiment moins. T'as un peu des deux et j'aime bien en fait ce côté où j'aime bien les personnalités qui peuvent avoir un côté un peu, je vais trouver mon mot. Clivant. Ouais, heureusement que t'es là. Quand tu sais pas, tu me demandes, il y a pas de problème. Oui, on a fait de la télé-réalité, mais on a du vocabulaire, attention. Et du coup, j'ai été happé par beaucoup de choses, par une forme de sensibilité aussi, que j'ai eu le sentiment de trouver chez toi. On va découvrir tout ça sur le fil de cette interview. Si tu débarques dans une soirée, tu connais personne, je suis avec mes potes par exemple, moi j'aime bien les soirées à thème, donc tu débarques en costume de je ne sais quoi et on te demande t'es qui, tu fais quoi, tu réponds quoi aujourd'hui? Tu veux dire, je te donne un personnage en quoi je suis déguisé? Non, en une soirée, là, moi j'aime bien les soirées à thème, mais globalement, qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Je suis qui, je fais quoi? Bah déjà, je suis Antoine, je suis un mec sympathique et je suis juste là pour passer du bon temps avec les gens en toute bienveillance, c'est vraiment le truc. Et puis si on se met quelques petits coups dans la tronche, avec grand plaisir. Mais non, je débarque en étant toujours, hyper ouvert avec les gens. Je vois si je peux claquer une bise à tout le monde, je claque une bise à tout le monde. Si c'est plus ou un truc, je dois serrer la main, je serre la main. Mais en tout cas, j'essaye d'être ouvert, souriant et qu'on donne envie aux gens de venir me parler. J'aime trop quand les gens viennent me parler. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai toujours eu un truc, c'est je veux qu'à chaque fois que je quitte un rendez-vous ou juste même un micro-moment avec quelqu'un, ils se disent « Ah, mais il m'avait l'air sympathique ». Et j'ai envie de laisser de la sympathie dans l'imaginaire des gens, alors même si c'est un micro-moment, mais juste que les gens m'aient apprécié. Sauf si vraiment ils me font chier. Mais juste ça, tu vois, de se dire, ce monde il est tellement violent que si on peut pas au moins laisser une petite bonne vibe quand on se sépare d'une personne qu'on a croisée comme ça au détour d'une ruelle ou dans une soirée, bah honnêtement c'est chiant. Ouais, totalement. En tout cas, t'as le sentiment, enfin, aujourd'hui, c'est ce que tu crées aussi par les réseaux sociaux. Tu vis des réseaux sociaux, c'est ça ton métier? Je vis de plein de trucs. Je vis effectivement des réseaux sociaux. À côté, je suis comédien aussi. Donc, je fais pas mal de figurations, pas mal de silhouettes aussi. Bon, c'est pas considéré comme être comédien, mais j'ai quelques petits rôles aussi dans des séries. Là, il y a des rôles normalement qui arrivent. Y a pas de
Il y a du bois. J'ai du bois. C'est pas du bois. Si, c'est du bois, ça. Ça, c'est du bois. Ouais. Ok, il y a du bois. Et non, il y a des petits rôles qui arrivent. Et en fait, là, l'objectif, effectivement, c'est de se réorienter, en tout cas, d'aller plus vers ça. Et à côté de ça, j'ai aussi une agence d'influence que j'ai montée avec mon meilleur ami. Donc voilà, on a beaucoup de métiers. Je m'ennuie très vite si je fais une seule chose. Ah, ok. C'était quoi tes rêves quand t'étais petit? Je voulais être architecte. Rien à voir. Je voulais être architecte. Mais je sais pas, j'aimais bien les mathématiques quand j'étais plus jeune. Et je trouvais sympa de construire une maison où des gens allaient habiter. Et après ça, je suis vite redescendu. Je suis vite revenu sur Terre. Parce que, tu sais, les études grandissant, tu te dis, bon, je suis peut-être pas forcément bon en mathématiques, donc je vais faire autre chose. Et non, j'ai toujours rêvé, en fait, d'avoir ma mère et toute ma famille sur une île et d'être loin des gens avec eux. Ouais. Ok. Ouais, je suis pas étonné, on verra ta numérologie à la fin, mais ce que tu me dis là, ça fait sens. Notamment le côté isolé avec ma famille et architecte, c'est des choses qui ressortent, c'est même des mots qui ressortent par rapport à ta numérologie, donc c'est marrant que tu utilises ce vocabulaire-là. Ok. Toi, donc, qu'est-ce qui t'a amené, à quel âge t'as... En fait, on va pas refaire ton CV entièrement, mais pour en arriver là où tu es aujourd'hui, t'es passé par la télé-réalité. Comment t'es arrivé déjà dans la télé-réalité ? Très simple, j'ai travaillé pendant 7-8 ans en agence de pub. Ouais. Et vers l'âge de mes 26-27 ans, j'ai quitté mon job en agence de pub et j'ai lancé une start-up à l'époque qui était une application pour que les gens se rencontrent et fassent du sport ensemble. Et à ce moment-là, j'ai été rapproché par une télé-réalité. Et je me suis dit, tu sais quoi, le meilleur moyen de faire connaître ma start-up à l'époque, c'était d'être connu moi-même. Donc je me suis dit, pourquoi pas y aller ? Et il y avait aussi toute une démarche un peu d'acceptation personnelle, si tu veux, j'avais commencé à faire un peu de photos, je me sentais de mieux en mieux dans mon corps, dans ma peau, je me sentais de plus en plus beau garçon, tu vois. Et c'était une étape supplémentaire aussi dans l'acceptation de soi, de se voir à l'écran, tu vois. J'avais un peu peur parce que moi, je regardais pas forcément la télé-réalité et je me considérais... à tort ou à raison, comme plus intelligent que les gens qui faisaient ce genre de format. Et donc, c'est arrivé un peu au hasard, comme ça. Et je me suis dit, je vais me lancer, je vais faire une première télé. Et je pensais ne pas en refaire derrière. Et derrière, j'en ai refait quelques-unes. Okay. Mais ça n'a jamais été un choix de carrière, si tu veux. Ok. C'est pas un... Tu dis que tu te sentais mieux dans ta peau. C'est vrai que j'ai pu l'entendre qu'à l'adolescence, c'était pas trop le cas. Tu sais, l'adolescence, c'est ingrat pour beaucoup d'enfants, ouais. Beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons. Déjà, tu te découvres, tu cherches, pour certains, c'est évident, et pour certains autres, tu cherches aussi ton orientation sexuelle, il y a pas mal de choses que tu cherches à découvrir. Parfois, t'as de l'embonpoint, parfois t'as de l'acné, parfois t'as un cheveu sur la langue ou un strabisme, tu vois. Et comme tous les gamins adolescents, je pense que j'avais mes complexes à moi, tu vois. J'étais pas un mec hyper intelligent, j'étais pas le mec fun, j'étais pas le mec sympathique, j'étais pas beau garçon, j'avais un peu de surpoids, tu vois. Okay. Et donc ça a été une période où évidemment mon caractère qui était beaucoup plus effacé se faisait facilement, écrasé par les autres. Et donc c'est une période dans laquelle j'ai vivoté, j'ai survécu, mais finalement quand on ressort, t'apprends tellement sur toi. Alors c'est pas facile, hein. Et d'ailleurs justement tout cet aspect harcèlement scolaire, tu vois, c'est un truc que je trouve hyper important de verbaliser, surtout maintenant aussi sur les réseaux, parce que y a des gamins qui s'en sortent pas, et quand toi t'as la chance d'en sortir, bizarrement je trouve que ça te rend, en tout cas pour ma part, ça m'a donné beaucoup plus d'armes pour affronter le monde violent dans lequel on est. Et qu'est-ce que tu as fait pour te sentir mieux ? Parce que tu dis que tu te sentis mieux, mais le sport t'a aidé ? Il y a eu des choses comme ça qui t'ont aidé à prendre plus confiance en toi ? J'ai pas un moment marquant, tu vois, qui m'a fait changer, mais je pense c'est surtout fin de lycée, tu sais, après bac, juste vraiment après bac, dans les études supérieures, où j'ai commencé à voyager, où j'ai fait mes études aussi en Écosse après, tu vois, et où d'un coup je me suis senti beaucoup mieux, je sais pas, je me suis révélé même mon visage a changé, tu vois, il y a eu des choses qui ont, je sais pas, peut-être le Saint-Esprit, appelle-le comme tu veux, mais je me suis senti mieux. Okay. Et j'ai commencé le sport et en fait de fil en aiguille, d'année en année, je me suis senti encore mieux. Et tu vois, j'arrive à 35 ans et je pense que j'ai jamais été, j'arrive plutôt à 36 maintenant, mais j'ai jamais été aussi bien dans ma peau que maintenant, tu vois. Et je trouve que c'est un travail qui prend du temps de se sentir bien, c'est pas fini, mais si je devais choisir entre mes 25 ans et aujourd'hui, je choisirais aujourd'hui. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que là, comme tu dis, tu vas sur tes 36. C'est vrai que t'es très beau. Ça, pour le coup. Arrête. Répète.
c'est quelque chose. Non, mais c'est une réalité quand je t'ai vu. Enfin, je te vois sur les réseaux sociaux, mais effectivement, on te voit en vrai. T'es pas surfiltré quand on te voit. Je mets pas de filtre. Ouais, bah c'est incroyable d'ailleurs parce que moi j'ai une vraie peur de vieillir. C'est très présent chez moi au point que depuis 3 ans j'ai commencé à faire du botox. D'accord. Tu vois, j'ai très peur de perdre mes cheveux. Enfin, il y a vraiment tout un truc autour de. Il y a vraiment cette peur de vieillir et de ne plus être aimé. Donc du coup c'est un peu emmerdant parce que c'est heureusement qu'on peut vieillir et être aimé, mais la croyance est encore un petit peu moyenne dans ma tête. Mais quand je te vois, je me dis waouh, t'as 35 ans, t'as une peau incroyablement belle pour ton âge. Je fais beaucoup de skincare. Mais c'est ça là. Non, en vrai. Alors oui, pour toutes les marques qui me suivent, évidemment, c'est les skincare, envoyez les skincare. Non, mais en fait, il y a plein de trucs et t'es très beau aussi pour ton âge. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu fais pas du tout 39 ans, tu vois. Ouais. On peut dire ton âge ou pas? Tu l'as Ouais, dit, ouais, tu l'as ouais, dit ils sont Ok. au courant. Ok, ça va, on sait jamais, je veux pas faire de boulet. Mais tu vois, il y a un truc, je pense, de l'ordre de l'état d'esprit. J'ai des amis qui ont mon âge, des très bons amis qui ont mon âge, physiquement, ils paraissent leur âge ou beaucoup plus vieux, tu vois. Et je pense qu'à partir du moment où ton esprit considère aussi que tu es plus jeune, ton rapport aux gens, tu vois, je m'entends très bien avec des gens qui ont 25 ans comme je m'entends très bien avec des gens qui en ont 50. À partir du moment où dans ta tête, t'as ce truc de te dire, bon bah, je suis encore jeune, je me trouve encore beau, j'ai encore pas mal d'années. Alors j'ai peur comme toi de vieillir. J'ai très peur de vieillir. D'ailleurs, je commence à avoir des cheveux blancs et tout. Franchement, ça me fait flipper. Mais en même temps, je me dis, bon bah, mon esprit est plus jeune, donc mon corps reflète la jeunesse de mon esprit, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. Et pourtant, j'en fais des excès. Hein. Tu sais, pendant longtemps, j'ai fumé. Je me refuse jamais un petit coup à boire, tu vois. Parfois, je mange mal. Et j'ai aussi de la chance, peut-être d'un point de vue métabolisme, de pouvoir éliminer facilement les toxines et de pouvoir garder une peau plutôt de jeune homme, entre guillemets. Ouais. T'as fait des choses? Non. Rien? Non, que dalle. Ouais, ok. Non, mais en vrai, tu sais, je me refuserais pas de faire quoi que ce soit. Ouais. Mais pour l'instant, tu sais, il y a un truc, par exemple, que j'ai vu et que là, ça commence à me faire flipper. C'est que mon grand-père, à la fin de sa vie, il avait un énorme pif. Tu vois. Et en fait, le nez chez un homme, c'est ce qui grandit toute sa vie, tu vois. Oh, tu me prends un truc. Mais je te jure, c'est vrai. Et ben, moi, je vois la différence sur mon nez. C'est-à-dire que je vois la différence entre il y a 10 ans et maintenant. Et là, je me dis, il y a un petit amas, une petite boule là enfin pas une boule, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il a gagné un millimètre et je me dis, oh non, si je finis avec le zen de mon grand-père, c'est pas possible. Genre franchement, tu peux sentir toutes les odeurs dans la pièce. C'est vraiment un truc, un aspirateur. Donc non, ça me fait un peu peur. Et je me dis, tu sais, un jour peut-être, pourquoi pas. Après, le problème, c'est que le nez, ça change le visage si tu le fais refaire. Donc, pour l'instant, ça va. Ouais. Je touche du bois. Parce que tu le mets sur tes réseaux, mais tu te teins les cheveux par moment. C'est par rapport aux cheveux blancs ou rien à voir? C'est juste pour changer de couleur? Non, là j'avais fait une teinture au burn juste parce que j'avais envie de, tu sais, c'est pareil, c'est par cycle. Parfois, t'as envie de changer de mood, change de couleur. Là, j'ai refait une teinture, mais c'était une collaboration avec une marque, tu vois. Mais je me suis dit, j'avais aussi envie de revenir à quelque chose de plus naturel pour moi, donc châtain, tu vois, brun, foncé. Donc non, là c'était pas du tout les cheveux blancs, je m'en fous à la limite. Il y en a pas énormément. Là, j'ai juste fait parce que je trouvais ça cool de revenir à ma couleur initiale. Ok. Bon, de toute façon, on va parler de comment tu déconstruis pas mal de choses. En tout cas, toi, t'affiches la couleur, entre guillemets, de qui tu es et de ce que tu as envie de passer comme message. Mais justement, tu t'es retrouvé donc, dans la télé-réalité. Qu'est-ce que ça t'a appris, la télé-réalité? Déjà, c'est un microcosme qui est une sorte de reflet, un peu miroir grossissant de la société, si tu veux. C'est que le patriarcat, les femmes objets, c'est quelque chose qui est très ancré dans la télé-réalité. Donc ça m'a juste appris aussi que déjà en tant que garçon ou en tant que fille, t'es pas traité de la même manière. Déjà les différences d'âge, c'est la manière dont on te demande d'aborder les choses. C'est assez particulier. Et ça m'a surtout appris que dans tous les milieux du show business, en tout cas celui-là en particulier, tu peux vraiment faire confiance quasiment à personne. Parce que ce soit les productions, les chaînes ou même les autres candidats, tout le monde est là un peu pour briller au détriment un peu parfois de l'honnêteté et de la dignité. Donc ça t'apprend juste à faire attention. Moi j'étais très naïf quand je suis rentré en télé. Je me suis dit tout le monde est sympa, ils m'ont l'air très sympathiques, ils sont tous souriants, on s'amuse et tout ça. Et en fait tu te rends très vite compte que les gens pensent pas
émotion ou rapport réel avec l'autre personne, mais ils pensent à ce que ça va rendre à l'image, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème et ça biaise un peu les relations. Donc, à partir du moment où tu le sais, t'as deux choix. Soit tu continues à être qui tu es et tu t'éloignes des gens qui, tu le sais, se servent de toi. Soit, bah, tu deviens aussi un cliché et tu commences à jouer avec les règles, en tout cas les leurs. Moi, j'ai jamais voulu jouer avec les règles, mais en tout cas, je me suis toujours bien amusé dans ce milieu-là. Attention, hein, j'ai pas honte ou je suis pas fier d'avoir fait de la télé, mais je me suis bien amusé. J'ai eu des bons, des mauvais côtés, et un peu comme à l'école de la vie, tu vois, ça m'a appris des trucs et je me dis, je me sens aussi quand même chanceux d'avoir eu l'opportunité de faire quelque chose que 99% des gens feront jamais, tu vois. Donc, C'était des émissions de dating, de rencontres? il y a eu, ouais, c'était souvent des émissions de rencontres. Bon, après, tu sais, hein, les concepts en télé-réalité, ça tourne toujours autour de C'est vrai. qui couche avec qui. Oui, quelque part, L'amour est dans le pré, c'est une émission de dating aussi. Bien sûr, bien sûr. Soi. Et d'ailleurs, même maintenant, ils parlent vachement de cul. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ouais. Je veux dire, moi, j'adore L'amour est dans le pré. Franchement, Aussi. ça est top chef. Moi, je suis là, je fais mes petites lasagnes et tout, et je regarde. Franchement, c'est trop bien. Mais effectivement, tu te dis, bah, ça tourne aussi vachement autour du cul. Alors, en fait, c'est pareil. Enfin, les gens, ils sont mignons aussi. Ils sont un peu. Quand c'est L'amour est dans le pré, par exemple, c'est bon, ils sont un peu beaufs, ils sont un peu borderline. Quand c'est à la télé, de la télé-réalité classique, tout de suite, on affuble les gens de noms un petit peu déshonorants. Ou c'est une salope, ou lui, c'est un peu plus honorant pour les mecs. C'est un jaguar ou ce genre de truc, tu vois. Mais en vrai. Enfin, dans la vie, tout le monde a des sentiments et tout le monde parle de sentiments et en même temps tout le monde parle de sexe. Tout est sain à partir du moment où c'est consenti des deux côtés, tu vois. Donc c'est marrant ce rapport en fonction aussi des émissions et du but initial de l'émission, la perception qu'en ont les gens qui regardent. Et puis c'est pas traité pareil. Entre Non, guillemets, non. le marketing autour d'une émission qui serait qui n'existe plus, mais sur Énergie 12 et sur M6, forcément. L'enveloppe de l'émission n'est pas la même. Ah non, c'est clair. Donc là-dessus, est-ce que tu as eu les bénéfices que tu attendais, à savoir une forme de notoriété pour justement l'utiliser par la suite? Parce qu'à la base, c'était pour l'utiliser pour ta boîte. Ouais, bah évidemment, tu sais, je suis sorti de la télé, j'avais gagné à peu près 100 000 followers après toutes mes émissions. Hein. J'en ai pas fait énormément, mais environ 110 000 followers. Et à partir de ce moment-là, tu as des marques qui viennent te voir. Alors, jamais des marques très réputées, tu vois. Ça a jamais été... Enfin, c'est aussi les gens de télé-réalité qui ont un peu tué le business de l'influence parce qu'ils vendaient tout et n'importe quoi, ils arnaquaient les gens. Moi, je me suis toujours refusé à travailler avec des agences type... bon, je vais pas les citer parce que sinon ils vont me coller un morceau au cul. Bref, type les deux grosses agences de télé-réalité parce que... ils m'inspiraient pas confiance déjà. J'aimais pas les méthodes. Tu sais, c'était des méthodes un peu mafieuses, j'ai trouvé. Et je voulais pas vendre de la merde aux gens. Alors ça n'empêche que au début, évidemment, quand j'étais contacté par des marques, même des marques de daube, en plein confinement par exemple, je me dis bon bah pourquoi pas, tu vois, c'est quand même de l'argent facile et vas-y. Et en fait, avec le temps, tu commences à considérer aussi un peu plus une éthique, tu vois. Là maintenant, je refuse beaucoup de marques. Typiquement Temu qui m'a contacté, moi je travaille pas avec ce genre de merde, tu vois. Ouais. Je travaille pas avec des gens qui exploitent des gens, j'achète plus chez Zara, genre tu vois. Et j'essaye en tout cas d'avoir une éthique. Alors tu peux pas l'avoir tout le temps pour tout, mais en même temps t'essayes quand même au maximum de choisir les gens avec qui tu travailles. Et finalement, tu vois, le choix que j'ai fait à l'époque de pas rentrer dans ce genre d'agence, ça m'a apporté, et de faire mon contenu à moi et de jamais rentrer dans les clashs avec les gens de télé parce que ça m'intéressait pas. Ça m'a apporté parce que maintenant je sais que je travaille avec des vraies belles marques que j'adore, avec qui j'ai noué du lien, tu vois, même du lien personnel avec les gens qui sont dans les équipes. Et je préfère ça, tu vois. T'as moins de collaborations, mais c'est des collaborations qui sont plus intéressantes, qui te correspondent plus et qui généralement te rapportent évidemment plus d'argent. Là aujourd'hui, effectivement, tu es sur les réseaux, tu travailles avec des marques, tu as clairement eu j'ai l'impression un parcours de vie qui t'a mené, j'enfonce une porte ouverte, mais qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. C'est évident, tu avais des objectifs, tu les as atteints en passant par des manières d'obtenir ce que tu veux. Quand je dis manière, d'ailleurs, c'est pas péjoratif, tu utilises la télé-réalité comme tu aurais pu utiliser autre chose. Finalement, peu importe. Aujourd'hui, ton Instagram, j'ai l'impression que c'est une plateforme où tu passes des messages. Ça n'a pas toujours été le cas. Comment c'est venu, ces envies de prendre la parole? Tu parles... En fait, il y a un truc que je comprends pas. Franchement, je vais mettre les pieds dans le plat. Enfin, les pieds dans le plat, encore une fois, on en a parlé avant donc tu le sais, mais t'es autant
peut-être décrier parce que tu dénonces et ce que tu défends que aimer pour ça. Et j'ai du mal à comprendre parce que tu vas souvent parler de féminisme, tu vas parler d'homophobie, et puis il y a des gens qui vont dire que tu utilises ça à des fins personnelles pour buzzer sur Instagram. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça? Tu sais, je suis pas responsable de la manière dont voient les choses. Je suis pas responsable de la manière dont les gens voient les choses. S'ils ont envie de penser un truc de moi, ils le peuvent très bien. Ça ne me pose aucun problème que les gens se disent que je fais ça parce que j'en ai envie ou que je fais ça de manière intéressée. Après, moi, je sais que j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. Tu vois, même au tout début de Facebook, je recherchais dans mes posts Facebook il y a 10 ans, 15 ans, même à l'époque, tu vois, je parlais déjà de ce genre de sujet. En tout cas, dès qu'il y avait un fait d'actu qui me semblait totalement décadent, je le commentais, tu vois. Et même sur mon Instagram, même si je le fais enfin, beaucoup plus régulièrement maintenant, de prendre la parole sur des sujets en particulier, notamment le féminisme, la communauté LGBTQIA+, ou même d'autres choses, hein, contre le racisme, enfin pour plein de sujets. Évidemment que je le fais de manière plus régulière, parce que déjà j'ai grandi, tu vois. Et quand tu grandis, t'as aussi envie peut-être d'être une personne différente, tu vois. Et en plus de ça, moi je préfère 100% que me dire que même si demain je fais ça de manière intéressée, c'est mieux d'être intéressé et de parler de ces sujets-là, plutôt que de parler de sujets qui peuvent être clivants entre les gens, et de finalement aussi travailler avec des marques. Moi en fait, j'ai pas de problème à ce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais, à en parler, et je trouve ça aussi important. C'est aussi qui je suis. Je parle pas que de ça non plus, tu vois. Je parle pas que de sujets engagés, sinon ce serait chiant. Je me rendais compte, en fait, la dernière fois, que c'est peut-être 30% de mon Instagram, tu vois. Peut-être un peu plus de temps en temps, mais les sujets engagés, oui, ça prend 30% de mon contenu. Mais je trouve que ça me fait du bien, moi, en tant que personne. Moi, je suis en thérapie, hein, sur Instagram, hein. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais quand je parle de sujets, je suis bien. Parfois, je gueule, parfois, je dis des gros mots. Ça me fait du bien, tu vois. Quand je vois des têtes de glands qui sont là et qui disent des dingueries sur Internet, moi, j'ai pas envie de les laisser faire, tu vois. Ça n'empêche qu'effectivement, c'est clivant. Parce que parfois, on se dit, oui, le mec, il fait ça parce qu'il sait que ça va attirer des marques. Ok? Sauf que quand moi, au tout début, en fait, pour la genèse du pourquoi je parle beaucoup maintenant de ces sujets-là, c'est que j'étais en voyage humanitaire avec des créatrices de contenu et des créateurs de contenu il y a 1 an et demi, ouais. Et que c'était une époque où j'avais dénoncé une personne qui faisait un peu l'apologie de la culture du viol, tu vois. Et en arrivant là-bas, je parle avec une des créatrices qui me dit « Mais tu sais, Antoine, tu devrais en parler plus souvent. Tu devrais prendre plus la parole là-dessus. Ça aurait de l'impact. Toi, qui es un ancien de télé-réalité, qui a plutôt le look d'un mec qui pourrait être un mascu, et ce serait intéressant que tu en parles plus. » Et je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas, tu vois, je veux dire, c'est aussi une discussion, je vais essayer. Et j'ai commencé à prendre du plaisir là-dedans, et ça a commencé aussi à être un truc où je me suis dit, en fait, ça fait du bien de dénoncer des choses qui sont pas normales aussi, tu vois. Il y a aussi un côté très égoïste, hein. Moi, ça me fait du bien parfois de dénoncer des gens, tu vois, de dénoncer des comportements, comme je peux me dénoncer moi-même sur des comportements que je peux avoir. Et de fil en aiguille, effectivement, au début, tout le monde, tu sais qu'au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus, tout le monde se foutait de ma gueule. C'est-à-dire que, mes potes créateurs de contenu et des gens comme ça, ils me disaient, mes potes créateurs de contenu me disaient quoi? Ils me disaient, tu sais, avec ce contenu-là, tu travailleras jamais avec aucune marque. Parce que vraiment, j'étais très virulent envers des gars qui disaient des conneries, tu vois. Et je dis, mais moi, je m'en fous. Je le fais parce que j'aime faire ça. Et s'il y a des marques un jour qui veulent travailler avec moi pour ça, eh ben tant mieux. Et les marques qui veulent pas travailler avec moi à cause de ça, tant pis pour elles, tu vois, c'est pas grave. Et finalement, quand les choses ont commencé à prendre, en tout cas quand il y a eu beaucoup plus de gens qui ont commencé à s'abonner à mes comptes Insta et TikTok, là tout de suite, c'est à ce moment-là où j'ai été intéressé. Dans les yeux des gens, tu vois. Ouais. Ils se sont dit, mais en fait, il est intéressé. Maintenant qu'il a grossi sa communauté, il a trouvé le filon. Ok, mais enfin, citez-moi, allez, 3 gars dans ma situation qui faisaient ça avant. Mais il n'y en a pas. Et je vais te dire un truc, il y a aussi un truc très... là, à ce moment-là, je me dis, il y a aussi un truc très égocentré. Moi, je suis désolé, mais avant moi, personne n'en parlait. Tu vois, en tout cas, de la télé, personne n'en a jamais parlé. Et dans ma typologie de profil, comme les gens peuvent l'imaginer, il y en a très peu qui en parlent. Alors, il y a beaucoup de gens de la communauté LGBT qui en parlent. Il y a beaucoup de féministes militantes qui en parlent. Et
c'est pour ça, genre je parle pas de ces cas-là, parce que ces cas-là, évidemment, elles sont concernées ou ils sont concernés, donc ils parlent de ceux dont ils sont concernés. Mais moi, je suis un être humain et je me sens concerné aussi, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas à en parler. Non mais là-dessus, à la limite, je te rejoins parce que je sais que quand tu parles de la communauté gay, je me dis pas que t'as pas le droit de le faire parce que tu n'es pas gay. Tu vois, moi, en tant que gay, je me dis pas t'as pas le droit de le faire. Enfin, t'as sûrement un avis selon ce que tu vois, tes amis, tes rencontres, ce que t'as vécu, parce que t'as d'ailleurs été jusqu'à être en drag queen. Avec Piche de Drag Race et il t'est arrivé déjà, qu'est-ce que ça t'a fait de te mettre oui, alors j'aime pas dire femme parce que c'est une sorte de créature quelque part en soi, et en fait j'ai expérimenté ça en janvier. D'accord. Alors pour la toute première fois je me suis mis en drag pour ma soirée d'anniversaire et j'ai vu que c'est pas évident, le travail que c'est en maquillage, le temps que ça prend. Et ce qui m'a choqué, ça a été le regard des gens qui ne me reconnaissaient pas, comme si j'étais quelqu'un d'autre et comme si j'impressionnais tout autrement, en fait, en tant que créature. Toi, comment tu l'as vécu ? Déjà, j'étais hyper fier, tu vois, qu'on me propose de faire ça. Ouais. Ça n'a jamais été une idée qui était dans un coin de ma tête, tu vois, d'être drag queenisé. Je me suis jamais dit, ouais, un jour, j'aime drag queeniser, tu vois. Et ça a été beaucoup de make-up, effectivement. Ça a été 6 ou 7 heures de make-up. Et ça a été un peu, pour moi, un game changer, si tu veux. Sur le moment, quand on me l'a proposé, en amont, j'ai eu peur. Je t'avoue, j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que j'ai des préjugés ? Est-ce que, tu vois, même moi, je me suis remis en question. Je me suis dit, est-ce que même ma perception, comme je sais que c'était filmé, est-ce que les gens vont comprendre ou est-ce que je vais me faire insulter ? J'ai eu peur de trucs, tu vois. Et plus le make-up avançait, Piche m'a mis vachement en confiance aussi, tu vois, et les équipes aussi de NYX et de Fresh qui est le média qui est engagé aussi, et les équipes de NYX Cosmétiques qui m'ont vachement soutenu, tu vois, en tout cas qui étaient vraiment présentes. Et ben quand il y a eu le reveal, entre guillemets, quand je me suis vu, je te jure, je me suis senti différent. Je me suis senti... oui, c'est une créature, mais je me suis senti... c'est con à dire, mais femme. J'avais l'impression que Antoine était un peu gommé, tu vois, et que j'étais devenu une autre personne. Et ça a été hyper déroutant, tu vois, j'ai eu un peu le vertige. En plus, à ce moment-là, je l'ai partagé aussi avec ma mère, avec mon cousin, ma cousine, et ma cousine qui fait partie de la commu aussi LGBT, tu vois. Et en fait, je voyais la fierté dans leurs yeux, tu vois, et je me suis dit, ouais, ok. Donc moi, j'étais fier de moi, mais aussi ma famille était fière de moi. Donc pourtant, c'est rien en soi, hein. Tu t'es juste drag queenisé, tu vois. Mais dans l'époque dans laquelle on vit, c'était un symbole fort, tu vois. Et pour moi, c'était un geste fort de le mettre aussi sur mes réseaux. Après, il y a la réalité. Et la réalité, c'est on est quand même allé à une viewing party. Donc là, c'était des gens qui étaient quand même concernés et que ça choque pas du tout parce que justement, on est là pour voir Drag Race et donc les gens sont très heureux, tu vois, d'être là et de voir des drags. Mais le retour en scooter, quand je suis rentré chez moi, c'est la première fois où je fais face à une situation d'homophobie envers ma personne. J'ai même d'ailleurs pas compris, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, donc c'est ça la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais juste en scooter. Alors j'avais enlevé la tenue, la perruque et tout ça, mais j'étais encore make-upé, si tu veux, les yeux et compagnie. Et je suis en scooter, je m'arrête à un feu. Et il y a bon, j'avoue, faut pas le faire, j'avais mes écouteurs avec la musique. Et il y a 2 gars qui s'arrêtent en voiture à côté, tu vois. Et j'entends des trucs, mais je fais pas attention parce que moi, sur mon scooter, je rentre chez moi. Il y a ma mère qui m'attend à la maison parce qu'elle était venue exprès à Paris pour ça. Et à un moment, j'entends, sale pédé. Et là, je me retourne. Et genre, tu sais, sur le moment, tu réalises pas. Et là, je dis, pardon. Ouais, t'as fini de faire le tapin, sale pédé. Et tu sais, je suis resté un peu bouche bée. De quoi il me parle, tu vois. Genre, et ça m'a un peu surpris. Et après, le feu est passé au vert et ils sont partis. J'ai pas ressenti une agression physique, mais je me suis mis à la place des gamins à l'école qui assument le fait d'être homo, ou des dragues, ou même des gens, tu sais, des hommes qui se maquillent, parce qu'on a une habitude en France maintenant, et même dans beaucoup de pays, de genrer un peu tout, tu vois, les vêtements, le make-up et compagnie. Et je me suis dit à quel point ça doit être difficile, tu vois, d'être confronté à la violence de ce monde, qui finalement, ça les touche pas personnellement, mais pourquoi ils ouvrent leur gueule, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai eu la haine aussi, tu vois. Et à ce moment-là, je t'avoue qu'il y a aussi un truc qui s'est passé en moi, de me dire, mais j'avais envie de leur péter la gueule, tu vois. Après coup, je me suis dit, j'ai envie de leur péter la gueule à ces connards. Pour leur montrer que, justement, vous êtes homophobe, il n'y a pas de souci. Et bah, tu sais, limite d'être même dans le truc de, on va voir, c'est parce que vous faites les bonhommes derrière votre voiture,
En tout cas, en dessous derrière votre vitre. Mais si on fait un face à face, on va voir de quoi il en retourne, tu vois. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis là parce que tu expérimentes en fait une autre vision de ce que quelqu'un peut vivre. Ça, j'en avais parlé avec le journaliste Harry Roselmack sur justement le racisme. Moi, finalement, je découvre le racisme depuis que j'ai des petits frères et sœurs qui sont métis, puisque ma belle-mère est black. C'est ce que tu me disais. Et effectivement, avant, je me posais pas la question, j'entendais, mais je le vivais pas. Et aujourd'hui, quand ma petite sœur me dit, j'ai été harcelée tout le primaire parce que je suis couleur chocolat, en fait, c'est en face de moi. C'est plus j'entends que telle ou telle chose, je le vis. Et je pense que là, tu as vécu justement quand on est dans une forme de minorité, qu'on soit une minorité raciale ou qu'on soit une minorité par son ça peut être par sa sexualité. Et en fait, tu as découvert en fait ce que c'est finalement quand le regard de l'autre change et peut être malveillant. Là où peut-être quand on est un homme blanc comme toi, musclé, où tu rentres dans un stéréotype en tout cas de cet homme-là, de cette caricature-là en tout cas. T'as pas ce genre de problème en fait finalement. T'en as peut-être sûrement d'autres, hein, ça veut pas, tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas tu connaissais pas les attaques qu'on peut recevoir quand on est dans une minorité. Ah non, clairement pas. Et effectivement, tu sais, et à ce moment-là, tu réalises quand même plein de choses. Tu réalises déjà que finalement, t'es chanceux d'être hétéro dans une société hétéronormée. T'es chanceux d'être blanc dans une société où le racisme est quand même très ancré. Et t'es chanceux d'être un homme. T'es chanceux de plein de trucs, tu vois. Et à ce moment-là, tu réalises effectivement que même si toi, t'es ouvert d'esprit, le monde l'est pas forcément. Et quand tu te heurtes personnellement à cette violence-là, tu te dis, mais... Donc en fait, c'est quelque chose de... Alors moi, j'ai toujours su que c'était réel. Mais c'est quelque chose de si dur que ça, tu vois. C'est quelque chose de... Parce que ça t'atteint dans ta chair un peu, je trouve. Il y a un truc... Moi, je me suis senti... tu sais, il y a plein de sentiments qui se sont mélangés. Je me suis dit, mais si c'est ma petite cousine qui se fait agresser parce qu'elle est gay, si c'est un très bon pote qui se fait agresser parce qu'il est gay, ou si c'est ma petite cousine qui se fait agresser parce que c'est une femme, ouais. T'as envie de vraiment, t'as et de la tristesse et de la colère parce que tu te dis mais à quel point ça dérange les gens, une sexualité ou une couleur de peau, pour que on en soit au point de vouloir t'agresser pour qui tu es, alors que ça concerne même pas la personne en face, tu vois. Je veux dire, il y a pas c'est pas parce que quelqu'un est gay que on te demande à toi de l'être. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir du moment à quel niveau d'insécurité ces personnes-là, les agresseurs, doivent être pour se dire que c'est quelque chose de normal d'agresser les gens comme ça? Je sais pas. Mais effectivement, tu te rends compte de plein de trucs à ce moment-là. Sur ton Instagram, il y a indiqué sur la présentation, mon Insta, c'est Dimanche Poésie, lundi Skincare Party, sinon mes chats, la vie, le cinéma et mes combats. Tu parles beaucoup de tes chats. J'adore les chats. J'adore les chats. Qu'est-ce qui te touche autant? Bah ouais, t'as même ton t-shirt. C'est Influenceur miaou. J'adore. C'est une très bonne amie que je connais depuis plus de 10 ans qui me l'a offert. Et je l'aime trop, ce t-shirt. Quelle relation t'as avec les animaux et en particulier tes chats? J'ai toujours aimé les animaux. J'aime les animaux, tous les animaux. Je tue pas les insectes. J'essaye de consommer même responsable, tu vois. J'achète beaucoup moins de viande maintenant. J'ai grandi à la ferme aussi avec mon oncle est agriculteur. Donc j'ai toujours eu ce rapport à la nature et aux animaux. Un rapport très, j'allais dire charnel, mais un petit... Enfin, pas charnel dans le sens sexuel du terme, mais je suis pas en train de ken des moutons, hein, calmons-nous. Mais non, j'ai toujours un rapport, tu sais, un peu... je me suis toujours mieux senti avec les animaux qu'avec les humains pendant très longtemps. Et les chats en particulier, parce que les chats, c'est le premier animal que j'ai eu à la maison, tu vois, avec ma mère. Et notamment, je trouve que les chats m'ont sauvé à des moments de ma vie, tu vois. C'est-à-dire ? Quand mon dernier chat est mort l'année dernière, enfin mon chat que j'avais depuis 17 ans est mort l'année dernière, ça a été une période très noire, genre très difficile pour moi, parce que je l'avais depuis 17 ans et que voilà, on a traversé des épreuves un peu difficiles. Enfin, j'ai traversé des épreuves difficiles dans lesquelles il était là. Et il y a une personne qui m'a dit, et ça a vachement résonné en moi, qui m'a dit que les chats sont sur Terre. Tu rencontres un chat, le chat te rencontre, et quand il est sur Terre, c'est qu'il a une mission avec toi. Et dès que sa mission est accomplie, il s'en va.
Ok. Et je trouvais ça beau déjà. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'islam, c'est aussi une amie musulmane qui me l'a dit. Elle m'a dit, tu sais, au moment du jugement dernier, enfin au moment où Ouais. tu vas mourir et que qu'on devra savoir si tu vas en enfer ou au paradis, on interrogera les chats qui ont croisé ton chemin. Je te jure, c'est vrai. On m'a raconté ça. Je fais, mais c'est trop beau en fait. Et, euh, et le premier rapport que j'ai eu avec un de mes chats, alors, j'avais un chat quand j'étais petit, mon chat Tigrou, mais après j'ai eu mon chat Kimi. Enfin, je l'ai raconté il y a très peu de temps à ma mère. Et quand j'étais jeune, on habitait dans un HLM avec ma mère. On était que tous les deux et notre chat. Et il y avait un balcon en forme d'arc de cercle. Tu vois, on était au troisième, enfin au deuxième qui fait troisième. Et c'était au moment où j'étais beaucoup harcelé à l'école, tu vois. Et mon chat avait peur de monter sur le balcon. Et un soir, ma mère dort, moi je suis dans ma chambre et je me réveille et je suis triste, tu sais, je suis en énorme dépression et tout ça. Et je m'approche du balcon, tu vois, je vais me mettre dehors et je m'assieds au rebord du balcon. Et à ce moment-là, tu vois, tu réfléchis et tu te dis, est-ce que ce serait pas plus simple de partir, tu vois. Et c'est le soir où putain, à chaque fois et c'est le soir où mon chat, pour la première fois de sa vie, monte sur le balcon et elle vient, elle se pose sur mes genoux et elle me regarde. Juste, elle me regarde. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'elle était en train de me dire, fais pas ce que tu avais l'intention de faire. Et donc je l'ai prise, je l'ai remise, je suis allé me coucher. Et après, j'ai plus jamais eu de pensée comme ça, tu vois. Et ça a été un moment hyper marquant pour moi, parce que ça a été un moment où je me suis dit, elle m'a sauvé, tu vois. Elle m'a sauvé, je sais pas comment. Elle a eu une sorte de sixième sens. Et depuis, bah, j'ai un rapport assez intense au chat. Et là, j'ai pris un nouveau chat il y a un peu plus d'un an que j'ai pris en refuge, qui est une boule d'amour. Bon, elle pue de la gueule, par contre, elle est insupportable. Mais elle est trop mignonne. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est un chat écaille de tortue. Ouais. Et je sais pas si tu connais les chats écailles de tortue, mais elles sont à 99% des femelles. Mmh. Et, Tout à fait. et ça a une personnalité assez prononcée, tu vois, justement, sur des choses qui sont plus des comportements, des caractéristiques, entre guillemets, de femmes. Ouais. Et je m'entends... on a un rapport hyper... j'ai l'impression qu'on se parle. Ouais. J'ai l'impression qu'on se comprend, tu vois. Les gens vont me prendre pour un fou. Non, mais en fait, c'est ce que je crois que je te l'ai évoqué au début, mais j'ai l'impression que tu as une forte sensibilité qu'on voit pas forcément. Je me trompe ou c'est le cas? Non, je sais que je suis très très sensible, évidemment. Enfin, en tout cas, je refuse pas ma sensibilité, tu vois. Je refuse pas mes émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu vois. Je peux pleurer de joie quand je vois des amis. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais j'ai pleuré de joie il y a pas longtemps quand j'ai eu une discussion assez intense avec ma mère, tu vois. Et non, j'accepte mes émotions, je les vis. Et le problème, je pense, de cette société, c'est qu'elle le refuse beaucoup, notamment les hommes. On nous a appris à refuser nos émotions, à se dire qu'un homme c'est fort, qu'un homme ça peut pas pleurer, ça peut pas être triste, ou en tout cas ça doit pleurer dans son coin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui se suicident, beaucoup plus que des femmes, parce que à force d'intérioriser, bah, tu développes des choses, des maladies mentales, des maladies physiques, des cancers, tout ce que tu veux. Et je les exprime, mes émotions, tu vois. Je te disais, quand mon chat est mort l'année dernière, j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux, parce que j'en avais besoin. C'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai commencé la poésie, où j'ai recommencé la poésie, parce que c'était un peu comme une sorte de lettre que je lui envoyais toutes les semaines, tous les dimanches. Okay. Ouais, c'était un peu... alors, je parlais pas que de lui, tu vois. Ouais. Mais tu vois, par exemple, c'est marrant parce que j'ai recroisé un amour de jeunesse avec qui j'étais il y a 15 ans. Et je l'ai croisé il y a un peu plus de 10 ans. Et je l'ai croisé en boîte de nuit à Paris alors qu'elle habite dans le sud de la France. Et quand je suis rentré le lendemain matin, j'ai écrit une poésie pour lui rendre hommage à notre relation. Et à la fin de la relation, j'étais hyper ému, tu vois. De me dire, j'ai vécu des tellement beaux moments avec elle. Et elle m'a tellement construit en tant qu'homme que j'étais tellement, tu sais, reconnaissant de ce qu'elle m'avait donné, même inconsciemment, que ça m'a ému aux larmes, tu vois. Et je trouve ça important, en fait, de pas refuser ses émotions. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais... je suis totalement d'accord avec toi, mais je sais aussi la difficulté que c'est de les ressentir. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à pleurer, bizarrement. D'accord. C'est très très difficile, surtout en public ou communauté. Ma psy, pendant 4 ans, j'ai jamais réussi à verser une larme. Non pas que je ressentais pas une boule des fois intérieure, mais j'arrive pas. Par contre, tu me mets devant
un replay d'incroyable talent ou même Marié au premier regard, je peux avoir des larmes qui montent. Parce que ça va me toucher à une émotion et je vais être seul et je vais me laisser davantage, je vais commencer à accepter cette émotion qui monte, mais je vais avoir beaucoup de mal à me montrer vulnérable. On peut avoir le sentiment, mais avec ce podcast, que je suis assez vulnérable, je suis très authentique, je dis les choses. Néanmoins, aller toucher cette vulnérabilité au point que ça monte au niveau des larmes, pour moi, j'ai une sorte de pudeur en tout cas. Et j'ai l'impression que toi, je sais pas. Après, chacun. Déjà, ce qui me rassure, c'est que tu fais une psychothérapie. Non, mais je veux dire, enfin, pas toi, mais je trouve ça hyper rassurant, tu sais, de se dire. Enfin, il y a peu d'hommes qui en font, et je trouve ça hyper important de le faire, de verbaliser avec des professionnels de la santé mentale. C'est hyper. Je pense que tout le monde devrait le faire. D'ailleurs, si vous voulez faire des psychothérapies, sachez qu'il y en a certaines qui sont remboursées par l'État. Donc, vous avez 12 séances. Allez voir sur le site du gouvernement. Voilà. Les mecs, surtout. Pardon. Mais t'en as fait ? Moi, je suis en psychothérapie, ouais. En ce moment ? Ah oui. Psychothérapie, kinésiologue, ostéopathe de la mémoire cellulaire, la totale. Là, en ce moment, c'est salade, tomate, oignon, vraiment. Hein. Mais qu'est-ce que tu cherches là-dedans ? Enfin, qu'est-ce que tu cherches à réparer ? Je cherche à avoir la paix intérieure déjà, à ne pas être contrôlé par les émotions des autres et notamment les émotions négatives. Même les émotions positives des autres, j'essaye de m'en détacher parce que, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me complimentent par message, qui me disent oui Antoine, t'es vraiment un homme trop bien et tout. C'est flatteur, hein, c'est pas la question, mais j'essaye de pas le prendre pour argent comptant et j'essaye de garder un peu de distance par rapport à ça parce que j'ai pas envie que ça me monte à la tête déjà. Et j'ai pas envie de plus être maître de mes émotions et de l'opinion que j'ai de moi. Comme les émotions négatives qui sont pour le coup parfois beaucoup plus violentes, surtout les opinions négatives des autres, tu vois. J'essaie qu'elles m'atteignent pas parce que tu peux très vite, tu sais, tomber dans un truc où quand c'est une personne, ok, mais quand c'est 10, 20, 30, 100, ça commence à être compliqué, tu vois, à gérer émotionnellement. Mais ouais, je cherche juste, tu sais, la paix, le fait déjà de contrôler mes émotions, enfin pas de les contrôler mais en tout cas de les apaiser pour ne pas les imposer aussi aux autres, tu vois. Je veux pas que mes sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, soient un fardeau pour quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est quel sentiment qui peut être un fardeau pour les autres ? Typiquement, tu vois, je ressens c'est bizarre à dire, mais je ressens le poids des énergies négatives du monde. Ce monde me rend triste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de beauté dans ce monde-là et c'est ça que j'essaye d'éloigner de moi. C'est que quand je vois la manière dont se comportent les gens, le manque d'empathie des gens d'une manière globale, les guerres, les femmes qui se font agresser, les gamins qui sont dans d'autres pays ou même en France qui sont agressés aussi parce qu'ils sont de la communauté LGBT, tu sais, des trucs, les femmes qui se font exciser en Afrique. Quand je vois les Ouïghours qui sont exploités, qui sont réduits en esclaves en Chine, même quand je vois un SDF dans la rue, ça me fait mal au cœur. Tu sais, je ressens tout de suite, c'est une montée d'émotions qui me prennent, tu vois. Et j'essaye de les contrôler parce que je sais que si je me laisse submerger par ça, je peux devenir parfois hyper triste ou parfois même violent avec le monde qui m'entoure, tu vois. Il y a des trucs où parfois quand vraiment je suis triste, je peux passer aussi dans Antoine qui a du mal à contrôler justement cette violence un peu. Je sais que j'ai une violence aussi en moi, tu vois. Et j'ai du mal à la contrôler au point que parfois, ouais, pour me défouler, je tape dans mes murs. Vraiment, j'ai besoin, tu sais, de me faire mal physiquement. D'ailleurs, même le tatouage, tu vois. Tous les tatouages que j'ai, c'est des moments douloureux de ma vie. Et j'ai voulu ressentir physiquement la douleur de ces moments douloureux mentalement, tu vois. C'est peut-être un truc con, mais j'ai besoin de parfois ressentir cette douleur physique pour pouvoir exorciser un peu mes démons. Et donc, je veux pas imposer ça aux gens, tu vois. Je veux pas imposer mes émotions négatives aux gens. Est-ce que pour toi, tu vois, l'exposition que tu peux avoir sur les réseaux, c'est justement une sorte de revanche que tu as sur la vie, sur cet enfant qui a été rejeté et aujourd'hui est-ce que c'est si bon que ça pour toi quelque part d'être autant exposé aux autres
pour quelque part rechercher une reconnaissance. Alors attention, dans ce que je dis, un jugement, enfin, en tout cas, une forme de jugement, j'en sais rien, mais c'est ce que peut-être je pourrais percevoir. Il y a 2 choses. J'adore la notoriété. Ouais. Je m'en cache pas. J'aime que les gens. En fait, j'aime que les gens m'aiment. C'est tout con. Hein. Mais même si j'essaye que ça m'atteigne, pas, j'aime quand les gens. Tu vois, c'est tout con. Je venais quand je suis arrivé tout à l'heure, je suis passé devant dans une rue et il y avait un serveur avec un plateau que je voulais laisser passer parce qu'il était chargé, tu vois. Il m'a dit non, vas-y. Je dis ok, merci. Et je pars. Il me dit d'ailleurs, j'aime beaucoup tes vidéos. Ça m'a fait du bien. C'est un truc tout bête, hein. Et donc j'ai cette partie-là de moi, tu sais, qui est un peu égocentrée, que je reconnais et que j'accepte. Mais il y a aussi une partie un peu plus où si tu prends du recul, ouais, je devrais pas. En fait, à un moment, je vais avoir envie de quitter tout ça, tu vois, parce que je vais avoir besoin d'être loin du tumulte et des émotions négatives des gens, parce que plus t'es exposé, plus effectivement t'as des bons côtés, mais t'as aussi beaucoup plus de mauvais côtés. Et j'ai pas envie de ça, tu vois. Mais t'as tes insécurités, non? Ça relève pas tes insécurités aussi? Ah bah si, clairement, évidemment. Enfin, le fait que à chaque fois que tu as un comportement, si tu l'as avec tes amis, bon bah tes amis te connaissent. Si t'as des amis qui sont bienveillants, ça se passe bien. Mais sur les 340 000 personnes qui me suivent sur Insta, elles sont pas toutes bienveillantes non plus, tu vois. Donc effectivement, parfois quand tu exprimes quelque chose, bah les gens appuient sur tes insécurités. Et toi, tu te remets vachement en question, tu vois. Fin d'année dernière, ça a été hyper compliqué quand j'ai eu une vague un peu de haine. Émotionnellement, ouais, tu prends quand même un coup, tu vois. Alors, c'est un truc personnel, mais j'ai quitté à ce moment-là totalement les réseaux pendant un mois parce que j'avais besoin de faire une coupure, c'est net. T'es OK pour raconter cette anecdote que t'as... Parce que je sais que enfin, je pense pas que les gens qui écoutent mon podcast te connaissent forcément. Donc, resituer en tout cas, qu'est-ce qui avait créé... En fait, comme tu l'as dit, je parle beaucoup de déconstruction, tu vois, je parle beaucoup d'engagement et je participais au podcast d'une journaliste féministe qui s'appelle Pauline Borgia. C'était un podcast où j'étais hyper à l'aise, pareil comme avec toi, où on parlait de tout et de rien. Et elle me demandait d'où venait cette déconstruction. Est-ce qu'à un moment j'avais été problématique dans ma vie, tu vois. Et je lui dis déjà, comme tous les hommes, on a tous été, enfin surtout tous les hommes hétéros, on a tous été problématiques, sauf que moi, je le sais et je l'accepte, tu vois. Ça ne l'excuse pas. Mais en tout cas, j'en suis conscient. Et ça te permet après d'avancer. Et je raconte en fait que quand j'avais 20 ans, donc en sortant de boîte de nuit, je suis rentré avec une fille, j'habitais en Écosse à l'époque. Et à ce moment-là, je pensais, tu sais, bêtement, comme tout gamin de 20 ans, que si tu rentres avec une fille, il va se passer quelque chose, tu vois. Et donc on est rentrés ensemble. Et effectivement, dans le feu de l'action, j'essaye de l'embrasser, elle veut pas que je l'embrasse. Et à un moment, elle va pour partir et je me mets devant la porte, tu sais, en mode parce que j'avais pas envie qu'elle parte. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai vu que je faisais un truc qui était pas correct, et j'ai vu aussi qu'elle commençait à avoir peur, tu vois. Donc je me suis écarté. Ça a duré quoi, 4 secondes, tu vois. Et j'ai raconté ça. Et que ça a été un moment marquant pour moi dans ma vie parce que je me suis dit que même moi, avec le background que j'ai, avec la famille hyper féminine que j'ai, parce que j'ai beaucoup de femmes dans ma famille, même moi qui étais à 20 ans quelqu'un de conscient de ce qui se passait, je pouvais avoir un moment d'égarement. Alors, je sais très bien que je l'aurais jamais touché, ou tu vois, c'est ce que je raconte aussi aux gens, c'est que je voulais raconter la genèse de ma prise de conscience globale sur tout ce qui s'est passé. J'ai touché personne, j'ai rien fait, tu vois. Enfin, j'ai rien fait, c'est pas la question, j'ai fait peur à quelqu'un. Mais je voulais juste raconter ça. Sauf que, bah, tu connais les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, c'est parti en supputation de tous les coins, en calomnie, en diffamation. Il y a des gens qui ont pensé que je racontais cette histoire parce que j'avais une accusation qui allait sortir. La vérité, c'est que non. Moi, ce que je racontais, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, et si la fille elle tombe dessus, ce que je racontais aux gens. Elle parle pas français, elle a jamais mis un pied en France. Je vous racontais juste le process de prise de conscience, tu vois. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les gens se sont dit oui, s'il raconte ça, vous voyez, votre féministe là, le mec allié, eh ben il a agressé une meuf. Et en fait, ils ont pas compris. Enfin, ils ont pas compris. Je dis pas que il y a des gens qui ont compris, hein. Mais il y a aussi des gens qui se sont dit, bah non, le mec, en fait, il peut pas défendre le féminisme en ayant été comme ça.
et que ça a pris une ampleur que j'avais sous-estimée. Je savais que je prenais un risque en le disant, mais je pensais pas que les gens allaient l'interpréter de cette manière-là, tu vois. Et s'en est suivi une vague de création de contenu sur moi qui racontait tout et n'importe quoi, qui racontait que effectivement je disais ça parce que une accusation allait sortir ou quoi. Et ça a été un moment très compliqué parce que tu sais quand tu as des centaines ou des milliers de messages de gens qui t'insultent et qui te disent oui t'es un agresseur, t'es un violeur et tout, tu dis waouh, ok, d'accord. Mais tu sais, en fait, quand tu dis ça, moi, ce que je vois, c'est la problématique des réseaux sociaux et d'être une personne mise en avant où on le voit avec des grosses personnalités. Le moindre petit écart, attention, je parle de petits écarts qui n'ont pas de gravité, hein, c'est de monter en épingle. La moindre chose peut devenir, peut monter. Et c'est comme si toi, tu te prenais un peu avec ta personnalité, enfin avec tes réseaux sociaux, c'est une conversation comme ça entre potes, tu peux exprimer ce que tu ressens. Évidemment. Il y a une discussion. Qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas. Enfin, moi, je suis pour la discussion. Ce podcast est créé parce que je pense qu'on a tous des lunettes sur le monde et que des fois, c'est intéressant de changer de lunettes pour voir le monde autrement, prendre du recul. Et de ce que je vois là, c'est un peu le négatif des réseaux qui du coup, te sont tombés dessus par sûrement plein de choses que je connais pas de toi d'ailleurs, parce que tu parles comme message, etc., etc. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Je suis pas certain. Nécessaire, je sais pas. En tout cas, c'est arrivé. Et je vais même te dire un truc. Tu vois, par exemple, il y a eu beaucoup de contenu de militantes féministes à mon sujet à ce moment-là. Et j'ai jamais répondu parce qu'en plus, je comprends. Je te jure, en plus, c'est ça le truc de ouf. C'est que je comprends totalement qu'elles en aient parlé. Je comprends totalement qu'elles aient été touchées intimement par ce que j'ai raconté. Parce que certainement qu'elles ont déjà vécu des situations d'agression qui leur ont fait, et ce que j'ai dit leur a peut-être remémoré un trauma. Et je comprends aussi qu'elles en aient marre, tu vois. Elles en aient marre qu'à chaque fois qu'elles portent plainte, elles ne soient pas crues. Et qu'en fait, cette prise de parole visait juste à dire aux mecs, s'il vous plaît, venez, on se rend compte que parfois, on a des comportements qui peuvent être perçus ou qui sont agressifs envers notamment des femmes. Et il faut en prendre conscience pour pouvoir nous régler le problème parce que on est le problème. Les gens, les hommes, sont des agresseurs. On est le problème. Et si on n'en prend pas conscience, on ne pourra jamais le régler. Les femmes ne vont pas se battre toutes seules pour régler ce problème. Ça ne marchera pas. Donc, il faut qu'on se réveille. De toute façon, globalement, j'ai le sentiment que tout vient de l'éducation et que si on ouvre une éducation de tolérance, d'ouverture, de bienveillance, globalement, ça pourrait être sympathique et on est quelque part, et là je fais une généralité, je fais un on, mais la somme de nos parents, de ce qu'on a vu dans l'environnement, de ce qu'on a vu à la télévision, de ce qu'on voit dans la société, et je pense que les générations vont bouger, évoluer, mais on est peut-être d'une génération où il y avait de l'homophobie, du racisme et de la misogynie ambiante qui n'a sûrement pas aidé la façon dont on a grandi. T'as raison, on est la somme des traumas de nos parents et de leurs parents avant, et la somme de ce qu'ils ont construit pendant longtemps. Après, j'ai un peu peur, tu sais, quand je vois les réseaux maintenant, je sais pas, parce que moi, comme je fais du contenu autour de ça, je tombe beaucoup sur des contenus de mecs, je me dis waouh. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que le clivage, il est plus grand. C'est-à-dire que tu as soit des gens qui sont hyper concernés, généralement des femmes, tu as une petite partie d'hommes, soit des mecs qui sont hyper violents. Ah, toutes les meufs, c'est des putes. Ah, le met une jupe, c'est une pute. C'est même le truc, à un moment, il y avait le mot Tana qui est sorti. Tu vois, des trucs tout cons, hein. Mais tout est fait pour... Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a plein de mecs, ou d'incel, ou de mascu, qui prennent une place énorme sur les réseaux et les réseaux font rien. C'est-à-dire que on pourrait facilement les cancel, ces gens-là. On pourrait facilement les supprimer si TikTok, Insta se réveillaient. Ils pourraient faire des trucs, tu vois. Sauf que t'as l'impression qu'ils le veulent pas. Parce que ça fait des vues, parce que machin. Bah, je suis désolé. Moi, vous savez quoi ? J'arrêterai de faire du contenu engagé le jour où ces gens-là seront plus sur Instagram ou sur TikTok. Et avec grand plaisir. Tu vois, stop. Ouais. J'ai des questions. Réponse rapide. Ok, ouais, c'est vrai que je parle trop, putain, je suis désolé. T'inquiète pas. Alors, oser, c'est quoi pour toi en un mot ? Ne pas avoir peur du non. Ne pas avoir peur du non. Ouais. Qu'est-ce que tu as compris récemment sur toi-même ? Qu'il me restait beaucoup de travail. Ton plus grand doute aujourd'hui ? Réussir dans le cinéma.
Si tu pouvais inviter n'importe qui à dîner, mort ou vivant, ça serait qui? Une seule personne? Ouais. Ma grand-mère. La question à laquelle tu as toujours voulu répondre, mais personne ne t'a jamais demandé. Est-ce que t'es si gentil que ça? Non, je suis pas si gentil que ça. Ok. Je tends pas l'autre joue. Je tends plus l'autre joue. Si tu pouvais emprunter une caractéristique d'un chat, ça serait quoi? Euh, La capacité à ignorer les gens. Franchement, je trouve ça incroyable. Moi, j'adore. Plutôt team réfléchir avant d'agir ou team lancer et ajuster en cours de route? Pendant longtemps, réfléchir avant d'agir. Maintenant, je me lance. Ouais. Si tu pouvais te transformer en une femme célèbre, qui choisirais-tu et pourquoi? Simone Veil. Pour voir, en fait, je voudrais savoir qu'est-ce qui l'animait vraiment profondément pour pouvoir être seule contre tous. Tu vois, dans un moment où, c'était tellement une visionnaire, elle ou Rosa Parks, tu vois, genre, de voir en fait quel était le feu qui les animait pour se dire, elles vont se battre au détriment même de tous les coups qu'elles vont prendre et elles vont jamais baisser les bras. Tu vois, je trouve qu'elles sont d'un courage assez impressionnant. Ok. À combien entre 0 et 10 es-tu à l'aise avec le silence? 10. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Hier soir. Pourquoi? Parce que j'ai re-regardé un poème que j'avais fait pour mon chat. Je suis rentré. En fait, c'était la première fois depuis une semaine que j'avais pas dormi seul, tu vois, que ce soit avec mon chat ou avec quelqu'un. Et je me suis retrouvé tout seul chez moi, tu vois. Et je sais pas, j'ai eu un moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie de me remémorer des souvenirs. Et j'ai regardé des vidéos de mon chat Ouais. et de mon chat qui est parti. Et j'en ai pleuré. C'est dur pour toi la solitude? Non. J'adore la solitude, mais sauf que quand je trouve que c'est beau la solitude. C'est comme le silence dans une musique. Ça souligne des notes, tu vois. C'est comme le silence dans une conversation. Ça souligne des mots, tu vois. Et je trouve que le silence, on en fait. D'ailleurs, c'est un peu le problème de cette société. Il y a trop de bruit partout. Sur les réseaux, dans le métro, les gens veulent tout le temps, combler les blancs. Laissez des blancs, les amis. Moi, j'ai pas peur du silence, j'ai pas peur de la solitude parce que ça te permet de te recentrer, ça te permet de faire un point avec toi-même et de savoir est-ce que tu es à l'aise avec toi-même. Moi, je suis à l'aise avec moi-même, tu vois. Mais comme ça faisait longtemps que là, j'avais pas été seul, et ben c'était un moment où j'avais besoin de vivre des émotions un peu différentes, tu vois, que ce que j'ai pu vivre pendant 7 ou 8 jours. Et ça m'a fait du bien. Ok. Je t'ai fait ta numérologie. Ok. Ce qui m'a marqué avec la numérologie, c'est que t'es dans un moment qui est pas dingo. D'accord. Depuis ton anniversaire l'année dernière. D'accord. Et donc je sais pas à quel point, qu'est-ce qui s'est passé depuis août l'année dernière. En tout cas août, c'est pas forcément précis en août, mais en tout cas depuis l'année dernière jusqu'à cette année encore, puisque t'es 2024, donc tu veux dire? ouais, Ok. de 2024-2025, t'es sur une période où ce que j'ai envie de te dire par rapport à la numérologie, c'est qu'il y a une sorte de flou qui a pu s'installer. Et c'est sous-entendu, tu vois, qu'il faudrait arrêter de te mentir sur une situation professionnelle ou personnelle. Arrêter de passer à côté de toi-même sans prendre le temps de te regarder. Et mettre beaucoup plus de douceur. Stopper une situation qui ne te convient plus. Cette année, en fait, le travail qui t'est demandé, c'est de sortir du brouillard, comme aller chercher le vrai sens de ta vie, des prises de conscience que tu n'oses pas regarder actuellement. Est-ce que ça te parle ? Vu la période que j'ai traversée, oui, ça a été, comme je t'expliquais, ça a été une période de doute où effectivement je me suis dit est-ce que je dois totalement arrêter aussi les médias sociaux. Évidemment, j'ai douté aussi parce que tu sais, quand tu viens du milieu de la télé et de l'influence, c'est dur de rentrer dans le cinéma aussi pour qui tu es, pour ton talent, pour ce que tu donnes comme travail. Et non, j'ai vachement douté là. Alors, c'est aussi pour ça que depuis le début de l'année, j'ai recommencé aussi, tu vois, une thérapie. Je te racontais que j'étais allé voir un kinésiologue et j'essaye de me sentir aligné avec qui je suis. Et depuis le début de l'année, force est de constater que les choses changent, que les choses reprennent en tout cas une tournure beaucoup plus positive. Ça a été 3 mois de noir complet. Et là, j'ai vu la lumière au bout du tunnel en début d'année et je sens que j'avance vers quelque chose de beau. Et je sais qu'il faut que je me focus un peu plus. C'est ça mon problème, c'est que je m'éparpille assez facilement. Et il faut que je me focus un peu plus sur ce qui me fait vibrer. Et ce qui me fait vibrer, c'est effectivement le cinéma, tu vois. Et sauf que je m'éparpille vachement dans
les soirées, dans les trucs sans saveur, tu sais, les trucs dans les rencontres, les small talk de temps en temps. Et ça m'intéresse plus, tu vois. Mais sauf que il y a une partie de moi qui est happée. Tu sais. Il y a quelque chose que, en fait, en numérologie, tu as ce qu'on appelle le triangle fondamental, tu as 2 sets. Et en fait, ton triangle fondamental, c'est ce que tu as besoin de nourrir pour te sentir aligné. Et j'ai envie de te dire que le small talk n'a pas du tout sa place. Je sais. Parce que le 7, il est cérébral, original, différent, expert, intellectuel, spirituel, consultant, chercheur, philosophe, un sage. Il a pu se sentir extraterrestre, ou il peut encore se sentir extraterrestre, et en fait, il a besoin de trouver du sens dans tout ce qu'il fait. Il aime tout comprendre, étudier, apprendre, approfondir. Le 7, c'est l'archétype du grand-père, celui qui réfléchit. Et en fait, souvent, le 7, il aime pas les paroles de la pluie, du beau temps, etc. Il a besoin d'être dans la profondeur. Tu te reconnais là-dedans ? C'est marrant ce que tu dis parce que je me reconnais à 100% là-dedans. Tu vois, tu disais extraterrestre, j'ai souvent eu l'impression de... Alors peut-être les gens vont trouver ça présomptueux, mais de pas être un gars comme les autres. De pas réfléchir comme les autres, de pas agir comme les autres. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu un bug dans une matrice d'hommes, tu vois, dans lesquels je me reconnais pas. Je me reconnais pas dans beaucoup de gens. Je me reconnais pas dans les humains. Je me reconnais pas dans des comportements ou dans des choses que font les gens. Et c'est pour ça aussi que j'ai plus d'appétence pour les femmes. Ou en tout cas, je me sens plus à l'aise avec des femmes. C'est marrant ce que je vais te dire. Je me sens moins à l'aise avec des hommes hétéros qu'avec des hommes de la communauté LGBT, avec des femmes ou avec des animaux. C'est un truc où... Parce que j'ai l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit plus grande et que, comme tu disais, moi, j'ai besoin de conversations deep. J'ai besoin qu'on se dise des vraies choses, même si on se connaît pas. Je rencontre quelqu'un, j'ai besoin de parler de trucs profonds. Alors, pas forcément de trucs personnels, tu vois, mais de l'univers, de spiritualité, de plein de sujets. On peut parler de plein de sujets. Il y a plein de sujets qui sont passionnants, tu vois. Et donc, j'ai besoin de tout ça. Et c'est vrai que j'essaye de m'éloigner de tout ce qui est un peu superficiel. Et pourtant, il y a une partie de moi qui va vers la superficialité aussi. Peut-être, tu vois. Tu as du 6. Okay. Et donc, dans ce fameux triangle fondamental. Alors, le 6, il est soignant, perfectionniste, pacifiste, artiste, conciliateur, sensible à l'esthétisme et au beau. Le 6 a cette particularité d'aimer vraiment beaucoup l'esthétisme et le beau. Et c'est vrai que ça peut... En tout cas, parler par rapport à ce que tu disais là, il a besoin d'une activité en phase avec ses valeurs et il aime apporter de l'attention, des solutions du bien-être, des améliorations, de l'harmonie et il aime être aimé, il aime rassembler et il aime guider. C'est marrant. Non, c'est marrant parce que tu vois, dans ma famille par exemple, je suis le premier garçon. C'est-à-dire que ma mère elle a 4 sœurs, il n'y a que des femmes dans ma famille quasiment, et j'ai été le premier garçon d'une flopée de cousines. J'en ai eu un autre qui est derrière. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette impression d'avoir une place un peu privilégiée, qu'on m'écoute plus ou qu'on me laisse plus de place, tu vois, que d'autres. Et c'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'à chaque fois que je rencontre des gens ou dans un groupe de gens, j'essaye alors, ça peut être un côté égo, tu vois, de prendre de la place, mais de le prendre d'essayer de la prendre de la bonne manière et de distribuer aussi parfois, tu vois, de la place à des gens qui osent pas la prendre, tu vois. Et je me sens vachement là-dedans. J'ai envie en fait que les gens s'aiment. J'ai envie que les gens soient bien ensemble, tu vois. J'ai envie que les gens se rapprochent plutôt que s'éloignent. Alors, c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais sur les réseaux, parce que je trouve que c'est hyper important. On manque trop de douceur dans ce monde. On manque trop de bienveillance envers les autres. Et j'aime avoir de la violence pour les gens qui le méritent. Typiquement des connards, des ploucs qui parlent sur les réseaux, qui vont être hyper violents. Ça me dérange pas d'être violent avec eux. Mais j'aime aussi apporter, tu sais, le fait de dire on peut aussi être un homme et faire attention, prendre soin des gens, tu vois, et essayer de leur apporter du bon dans leur vie, tu vois. Ta numérologie te pousserait davantage justement à être dans la réflexion et la douceur que justement cette violence ou cette colère, qui est le 6, quand il n'est pas dans la douceur à apporter des solutions, il est dans la colère, les tensions. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que je pense que tu as une ambivalence entre les deux qui se jouent. Et tu es dans une année aussi où c'est ça qui est intéressant, c'est une année de remise en question. Comme si
l'année te poussait énergétiquement à remettre en question, à trouver qu'est-ce qui fait vraiment sens dans ta vie, sachant qu'on est en année 9 en 2025, qui est une année universelle. Ça veut dire que qu'est-ce que je dois faire? Me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait sens dans ma vie? En allant à la cave, virer les cartons qui ne marchent plus, en faisant du tri, en élaguant ce qui ne fonctionne plus dans ma vie, pour vraiment avoir cette remise en question qui soit bénéfique à la fin de l'année. T'as le sentiment d'avoir des choses justement à mettre de côté cette année et dire bah, qu'est-ce que j'arrête, à quoi je mets fin? J'ai arrêté une relation longue de 20 ans avec un de mes meilleurs amis, justement il n'y a pas très longtemps. Ouais, j'ai l'impression de faire un tri dans mes relations, tu vois, avec les gens. J'ai l'impression de faire un tri aussi dans ce que je veux vraiment faire, de moins me concentrer sur les réseaux et plus me concentrer sur ce que je te disais sur le cinéma, de revenir aussi à plus de proximité avec ma famille. J'ai jamais passé autant de temps avec ma mère que depuis ce début d'année, tu vois, ou avec ma famille. J'essaye effectivement de me recentrer sur des vraies choses et d'essayer de mettre de côté ouais, c'est marrant parce qu'il y a 3 semaines, j'ai écrit à mon père le dernier message que je lui enverrai de toute ma vie, tu vois, parce que je ressentais le besoin d'en fait, de lui dire maintenant c'est moi qui fais le choix, que je voudrais plus jamais avoir affaire à toi. Je lui dis j'ai pas de haine, tu vois, mais juste je fais le choix de t'envoyer ce message. Je t'ai détesté trop longtemps, j'en ai marre de te détester, je vais être en paix, tu vois, parce que te détester ça veut dire laisser de la colère en moi et je veux plus de colère en moi, tu vois. Et donc je me bats vachement au quotidien, tu vois, pour enlever cette colère qui revient de temps en temps évidemment parce qu'on en a toujours et que tu peux pas éteindre la colère, je pense. Mais ouais, je sens que je suis en train de faire le tri et c'est assez marquant ce que tu dis parce que vraiment j'ai fait des choix forts là dernièrement. T'as une ouverture à la spiritualité? Ah ouais, clairement. Alors pour le coup le 7 est très ouvert à la spiritualité, donc je suis pas étonné, mais en même temps bon, après là dans la réalité c'est c'est quoi pour toi la spiritualité? Pour moi, c'est de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse, appelle-le l'univers, Dieu, ce que tu veux, qui a quelque chose. En fait, déjà, je trouve que la spiritualité, ça rassure. C'est-à-dire que je me sens plus apaisé de me dire que y a des esprits bienveillants ou il y a un univers qui a choisi quelque chose pour moi, un chemin pour moi et que peu importe les épreuves qu'il me met sur la route, c'est pour arriver à un but précis, tu vois. Et ça me... En fait, le fait de ne pas pouvoir l'expliquer, je trouve ça beau, tu vois, de se dire qu'on n'a pas un contrôle sur tout. Ouais. Que la vie, c'est pas juste... Tu peux pas choisir de faire telle chose. Tu peux le faire, évidemment, mais il y a des choses que tu contrôles pas. Et c'est grave ok, tu vois, par exemple, là, depuis le début de l'année, je me suis mis à m'intéresser encore plus sur la loi de l'attraction, à la manifestation. Le soir, j'écris mes manifestations et tout. Je prends du temps aussi, par exemple, le soir, maintenant, à 1 heure avant de me coucher, j'éteins mon tel, enfin, je coupe mon tel et je lis un bouquin ou j'écris un truc, tu vois, sur ce que je manifeste. Et force est de constater, c'est que ça fonctionne, que ça m'apporte des opportunités. Tu vois, par exemple, là, je suis invité à ton podcast. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été invité à un podcast, tu vois. Et c'est parce que aussi je sais que il faut du temps parfois pour laisser l'orage passer et qu'après l'orage généralement il y a des éclaircies et les éclaircies tu peux aussi les provoquer en changeant d'endroit, tu vois. Donc je sens qu'il y a quelque chose de bien qui se passe de par aussi cet aspect spirituel que j'ai embrassé là depuis ce début d'année. C'est étonnant que tu parles. Tu connais peut-être Johan avec un J? Johan avec un J. Il fait quoi? C'est un électron libre qui parle beaucoup de la loi de l'attraction. C'est un mec très libre sur les réseaux, qui est très suivi aussi, que j'ai reçu 2 fois dans ce podcast justement pour parler de ça globalement. Ouais. Et en tout cas, son compte pourrait te plaire de par tous les messages qu'il envoie. C'est vraiment un électron libre qui vit quelque part par la manifestation, qui manifeste dans sa vie. Ok. Et, je vais regarder, tu m'enverras son profil. Ouais. Je regarde. Ok. Et du coup, toi, aujourd'hui, quand tu dis quelque chose de plus grand, tu penses que il y a un destin qui s'écrit? Tu penses que le destin, il est écrit ou que tu peux l'écrire? Je pense qu'il y a En fait, je pense que l'univers te met des opportunités sur la route. C'est-à-dire qu'elle te met des choix. À toi de choisir si tu la prends ou si tu la prends pas. Et moi, j'ai l'impression qu'elle m'a mis des choses là sur ma route. Je sens qu'elle me met des choses sur la route. Parfois, j'ai pas envie de les prendre, mais j'y vais.
Et parfois, quand je me dis, il faut vraiment pas que je le prenne, j'y vais pas. Mais j'ai l'impression que oui, l'univers, en fait, tu sais, l'univers, pour moi, il est pas linéaire. C'est un peu comme la théorie des cordes, tu vois. Il y a des multitudes d'univers qui sont parallèles. Et pour moi, tu as plusieurs choix qui te sont offerts par l'univers. À toi, parce que tu as aussi ta propre conscience, à toi de choisir le chemin que tu veux prendre. Et en fonction de ce chemin-là, il te mènera justement là où tu veux aller. Mais en fait, il faut qu'il y ait une corrélation entre et le spirituel, ce qu'on te donne, et ce que t'en fais, tu vois. Tu peux manifester tout ce que tu veux. Si derrière, tu t'en branles pas une et tu restes chez toi dans ton canapé, il se passera rien, tu vois. Mais là, tu vois, par exemple, jeudi, il y a un mec, un acteur qui m'a contacté, qui a lancé une école une sorte d'école d'acting, tu vois. Et il m'a proposé de venir faire une vidéo avec chez lui, tu vois, où j'ai un monologue et après de le poster sur les réseaux sociaux. C'est un mec qui est quand même assez connu. Et je me suis dit, bon, au départ, je voulais dire non, jeudi c'est trop court et tout, j'ai pas de texte encore, je sais pas quoi faire. Et en fait, je me suis dit, mais fuck, si, j'y vais en fait. Genre, peu importe si je dois travailler jusqu'à 4h du matin pour trouver un texte ou écrire un texte, je le fais. C'est l'univers qui m'a offert ça. Qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Je le prends ou je le prends pas? Bah, je le prends. Ouais. Ok. Je vais terminer avec mes 2 questions signature du podcast. La première, c'est une question de Tata Jacqueline. C'est qui Tata Jacqueline? C'est Tatata? C'est Tata Jacqueline. Okay. Tata Jacqueline, elle pose souvent des questions qui lui viennent comme ça. Elle a des croyances limitantes ou pas. D'ailleurs, en tout cas, elle a sa vision du monde. Et quand je lui ai dit que je te recevais, elle m'a dit il est bien beau cet Antoine, mais alors pourquoi on a besoin de se mettre à poil pour passer des messages? Parce que déjà, je suis pas né avec des vêtements. Hein. Je sais pas qui est né avec des vêtements, mais pas moi en tout cas. J'ai pas l'impression de me mettre à poil si souvent que ça d'ailleurs. Je le fais de temps en temps, mais en vrai, je trouve que ça va. En tout cas, je me suis vachement calmé. Et parce que de toute façon, si je me sens à l'aise comme ça, les messages sont. Si moi, je suis à l'aise de les passer comme ça, bah, ils passent mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses, ça? Et puis, je suis un peu séducteur aussi, donc parfois, puis j'aime bien me faire mousser. Ouais, tu l'assumes en fait. Ouais, ce côté-là. Vraiment. Et que pour toi, t'es ok avec l'idée que t'as envie de plaire, que t'as un beau corps, que tu le travailles, et donc pourquoi pas lier ton physique avec ce que tu crées. Enfin, je sais pas, hein, là, encore une fois, je dis ça, mais... Je me fais tellement chier à la salle tous les jours que Dieu fait depuis plus d'une dizaine d'années. Je fais tellement de sports et de sports différents que, évidemment que je vous le montre. Je vais pas le garder pour moi, c'est quoi ce bordel? Non, mais en plus de ça, je suis à l'aise avec ça, mais évidemment que c'est pas un... Il y a un côté très égocentré là-dedans, que j'accepte et que je kiffe, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi un côté où, ouais, bah, si je suis à l'aise comme ça, bah, c'est pas grave, tu vois. Je suis à l'aise avec la nudité d'une manière générale, j'ai pas de problème avec ça. Et généralement, j'ai pas trop de gens qui me le reprochent, donc ça va. Et ma dernière question, qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? C'est marrant parce que ça a toujours été en lien avec l'amour, tu vois. Ouais. J'ai tout plaqué. J'étais étudiant, j'ai tout plaqué pour aller vivre avec une fille que j'aimais à l'époque. Et je regrette pas parce que ça a été mon plus grand amour, tu vois. Donc, je pense que c'est la chose la plus grande que j'ai osé d'un point de vue personnel, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Je pense que ce que j'ai osé le plus, c'est de jamais avoir eu peur de dire que je savais pas. De jamais avoir eu peur de poser une question. Je veux pas mourir bête. Je préfère poser une question même si elle est stupide. Et au pire, on me dit quoi? Enfin, en tout cas, de jamais avoir demandé par peur qu'on me dise non. Dans tous les cas, si tu demandes pas, bah c'est un non. Donc je préfère demander avec 50% de chance que ce soit oui, plutôt que de rien dire et être sûr que c'est 100% de chance que ce soit non. Juste... Je suis censé terminer, mais... Pardon, excuse-moi. Ça représente quoi pour toi l'amour aujourd'hui? J'essaye de travailler dessus parce que pendant longtemps, je pense que j'ai mal aimé, ou j'ai aimé pour les mauvaises raisons. Pas j'ai mal aimé, j'ai aimé pour les mauvaises raisons, tu vois. J'ai aimé un physique, j'ai aimé ce que j'imaginais de ce qu'il me fallait, tu vois. Et je travaillais vachement dessus, justement, avec mon psy et avec ma kinésiologue pour... aimer de la bonne manière et aimer une personne qui sur ce qu'elle est, pas sur ce qu'elle représente, tu vois. Et donc pour moi l'amour c'est le plus important et je te parle là dans une relation amoureuse, mais
J'essaye de partager ça, en tout cas l'amour au quotidien, avec les gens que je connais pas, mais encore plus avec mes proches. J'ai pas de mal à dire à mes proches que je les aime, mes tantes, mes cousines, mes cousins, enfin même mes amis, mon meilleur ami, alors qu'il déteste ça. J'ai envoyé un petit message, tu vois. Tu vois, en fait, on a aussi de la pudeur avec certains amis, mais avec l'âge, on se rend compte que ne pas dire les choses, c'est potentiellement s'imposer des regrets vers la fin. Et je veux pas de regrets. Je pense qu'on peut terminer, là-dessus. J'ai adoré cet échange avec toi. Je trouve que tu as une vraie sincérité. En vrai, dans la façon de t'exprimer, de dire les choses. Je sais pas, j'ai l'impression de capter chez toi quelqu'un d'assez entier qui connaît à la fois ses zones d'ombre comme ses zones de lumière. T'as pas peur de dire que t'aimes être sur les réseaux, que t'as besoin d'être aimé, d'être reconnu. Et en même temps, t'as pas peur de dire que t'as pleuré hier soir en regardant les photos de ton chat et tout ce qui fait la beauté de qui tu es aussi. Et je trouve que t'as cette ambivalence qui est très agréable, en tout cas à recevoir. J'ai interviewé plus de 100 personnes et j'ai trouvé beaucoup de sincérité dans tout ce que tu m'as partagé. Donc je te remercie pour ça. C'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir été. Et j'ai adoré l'échange aussi. Franchement, c'est marrant parce que je sais jamais à quoi m'attendre et c'est toujours, tu vois, comme quoi je me trompe rarement sur quand je me sens à l'aise avec quelqu'un. Je te l'ai dit quand on est arrivé, je me suis senti à l'aise avec toi, même en parlant en amont. Et ça se confirme là parce que je trouve que l'échange était beau, tu vois, et qu'on a parlé de vrais trucs. Donc je te remercie et j'essaye d'être sincère au maximum déjà avec moi-même pour l'être avec les gens, tu vois. Donc j'ai parlé à ton set. Exactement. On te retrouve, j'imagine, sur les réseaux principalement. Ouais. Sur ton Instagram. Oui. Antoine, c'est point, non? Non, tout est attaché. Antoine Goretti, tout attaché. Tout attaché. Ouais. Bon, parfait. Je mets pas de point, on sépare pas mon nom et mon prénom. C'est là où on te retrouve principalement. T'as pas d'autres canaux? Enfin, si, il y a Insta, TikTok. Ouais. Enfin, tu sais, après, c'est les canaux classiques. Hein. Ouais. On dit les canaux ou les canaux classiques? Oh là, Wow. alors là, tu me mets un doute. Je suis en train de me dire, attends, on dit. Selon tes différents réseaux sociaux. Sur on va dire les réseaux. Alors là, tu vois, bref. Donc ouais. Je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Et sur l'Instagram Osé by Nico, tu découvres toutes les vidéos pépites de cette interview. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.